Eh, tu sais, le film Philadelphia, il fait vachement pleurer. Eh bah, c'est pire en sachant que c'est tiré d'une histoire vraie. Ah, 1993, les accords START 2, Bill Clinton président des États-Unis, la fin des essais nucléaires britanniques, soviétiques et américains. Et moi, à 4 ans, qui me fait encore torcher le cul par ma mère. Mais c'est surtout la date de sortie du film Philadelphia réalisé par Jonathan Demme avec Tom Hanks qui a le sida. Rappelez-vous, on suivait le parcours d'Andrew Beckett, qui est un brillant avocat homosexuel qui a gentiment été mis à la porte de son cabinet parce qu'il était séropositif. Alors déjà, c'est pas très Charlie, mais c'est Tom Hanks, donc c'est forcément un gars bien. Du coup, Andrew décide d'attaquer son ancien cabinet avec l'aide de Joe Miller, qui est un avocat noir et homophobe. Je me rends compte que je vais devoir faire attention à chaque phrase que je vais prononcer. Et ça va être encore plus délicat car le film n'est pas inspiré de une, mais de deux histoires vraies. Eh ouais, on est comme ça ici. Plein de surprises. La première histoire commence en 1984. Geoffrey Bowers est un brillant avocat au cabinet Baker McKenzie où une brillante carrière l'attend. Le gars taffe bien, il parle plusieurs langues comme le français, le néerlandais, l'italien, l'espagnol, bref ce mec c'est une perle rare. Malheureusement, au bout de quelques temps, Geoffrey commence à avoir des maux de tête qui sont de plus en plus récurrents et il commence à avoir des petits points jaunes devant les yeux. Honnêtement, ouais, quand on commence à avoir ce genre de symptômes, ça pue du cul. Alors on lui diagnostique tout d'abord une méningite, ce qui est déjà pas très cool. Mais il s'avère que ces symptômes sont les marqueurs de la maladie de Kaposi et il est porteur du VIH. Alors très rapidement, la maladie de Kaposi, qu'est-ce que c'est ? Parce que vaut mieux la connaître pour comprendre le film. C'est une tumeur qui provoque des lésions cutanées sur le corps et qui se développe beaucoup chez les personnes immunodéprimées. C'est-à-dire chez ceux dont les défenses immunitaires s'affaiblissent, donc particulièrement sur les personnes atteintes du sida. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous réciter ce que j'ai à peu près compris, mais dans les années 90, en gros, les personnes qui sont atteintes de la maladie de Kaposi égale, dans l'inconscient collectif, personnes atteintes du sida. Et à cette époque, la population juge sévèrement les personnes porteuses du VIH. Et on ajoute à cela des croyances complètement folles, ce qui nous donne un climat ambiant pas des plus agréables. Du coup, Geoffrey Bowers est tout doucement mis à la porte de son cabinet en 1986 sans que les mesures de licenciement ne soient respectées. Je vous dis, c'est pas très Charlie tout ça. Mais Bowers ne va pas en rester là car il va porter plainte pour discrimination en étant soutenu par la division new-yorkaise de défense des droits de l'homme. Le procès commence, les médias s'emparent de l'affaire, bref, tout le monde va commencer à parler de ce qui se passe. Et en fait, à un moment, pendant ce procès, l'un des représentants de Baker McKenzie s'est défendu en affirmant que Geoffrey Bowers a été viré parce que c'était un mauvais employé et qu'il avait de mauvais résultats. Ouais, mon cul c'est du chorizo. Alors que tout le monde savait que c'était parce que les lésions cutanées de sa maladie étaient visibles, du coup, sida, du coup, oh là là, il est homosexuel, il va me refiler une maladie parce que c'est un prédateur sexuel. Bienvenue dans les années 80. Alors oui, ça peut paraître complètement stupide de nos jours, mais il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque où la maladie, le sida n'était pas très bien connu, on ne savait pas comment le traiter, on ne savait pas exactement comment on l'attrapait. Donc il y avait un climat ambiant assez fou. Bon, malheureusement, Bowers n'a pas pu connaître le jugement final car il est mort en 1987 et son compagnon, Alex Londres, l'année d'après. Et c'est en 1993 que Baker McKenzie a dû reverser 500 000 $ de dommages et intérêts à la famille, ainsi que la paye que Bowers aurait dû recevoir durant tout ce temps. Il y a eu appel, mais il a été retiré après un arrangement avec la famille, mais à ce niveau-là, ça ne nous concerne plus. Je vais aller plus rapidement sur la deuxième histoire car les faits sont à peu près similaires. En 1990, Clarence B. Kane, avocat du cabinet Hyatt Legal Services, a lui aussi été mis à la porte alors qu'il dirigeait les bureaux de Philadelphie car il avait le sida. Ouais, là pas de chichi, on cherche pas d'excuses. T'as le sida, tu sors. Alors l'ironie c'est que le cabinet est réputé pour venir en aide aux plus démunis, ce qui en fait normalement l'un des plus sollicités aux États-Unis. Cette fois-ci le procès a été beaucoup plus rapide au vu de l'état de santé de Clarence B. Kane, 5 jours pour un jugement, ouais c'est rapide, et le cabinet a dû reverser 157 000 $ à la victime, ce qui représente à peu près 3 ans de salaire. Sauf qu'il est mort 2 mois après la fin du procès. Cool les gars. Alors du coup, on va voir de quelle manière ces deux histoires ont inspiré le scénario du film Philadelphia, ce qui a permis à Tom Hanks de récupérer un Oscar et un Golden Globe. On va d'abord s'intéresser au personnage de Joe Miller, qui est interprété par Denzel Washington. Bon, il n'est pas vraiment inspiré par quelqu'un qui a réellement existé dans ces deux histoires, mais on peut remarquer qu'il travaille pour un cabinet qui ne fait payer ses clients que
s'il a remporté le procès, ce qui permet aux personnes les plus démunies de pouvoir lancer des procès. Après, bon, Joe Miller, c'est pas non plus un gars hyper sympa, parce que justement pour nourrir le personnage, on nous montre qu'il est tout le temps à la télévision, il donne des cartes de visite à peu près tout le monde, et surtout, il accepte des affaires qui sont un petit peu étranges quand même. Genre par exemple un gars qui est tombé dans un trou dans la rue, qui était balisé de tous les côtés et qui s'est pété le bras, il a accepté de défendre ce gars, qui est tombé lui-même dans le trou en fait. Mais le trait de caractère le plus important de Joe Miller, c'est qu'il est homophobe. Et tout l'intérêt du film repose sur ça, c'est de voir l'évolution de ce personnage vis-à-vis de l'homosexualité, du sida, à travers la relation qu'il va avoir avec Andrew Beckett. D'une certaine manière, Joe Miller est un peu comme il le dit lui-même dans le film, il représente la pensée collective de la population dans les années 90. Vraiment avec ce côté décomplexé où il est presque normal d'avoir de la haine contre les homosexuels. Du coup à certains moments le film fait quand même assez daté, mais il est aussi très actuel, mais on va revenir dessus un petit peu plus tard. On a ensuite la ville de Philadelphia, là où s'est déroulée l'affaire avec Clarence B. Kane, mais ce n'est pas pour ça que le réalisateur Jonathan Demme a choisi cette ville. Philadelphie, c'est une ville qui a été fondée à la fin du XVIIe siècle, et son nom signifie amitié fraternelle. Donc, d'une certaine manière, c'est normalement un lieu de tolérance, où chacun peut vivre avec les autres malgré leurs différences. Et d'ailleurs, petit aparté, c'est pour ça qu'on peut y retrouver chaque année le Festival international du film gay et lesbien. Et donc, placer son intrigue à Philadelphie, c'est mettre en avant le thème de la tolérance. On était prévenu dès le titre du film. Puis nous avons le personnage interprété par Tom Hanks, Andrew Beckett, Andy pour les intimes. Alors là, oui, pour le coup, on retrouve beaucoup d'éléments empruntés à la vie de Geoffrey Bowers. Tout comme lui, Andrew est un brillant avocat, c'est d'ailleurs un élément qui est largement discuté par les deux parties pendant le procès, qui a été mis à la porte, soi-disant, à cause de sa maladie. Et l'un des éléments déclencheurs, c'est une lésion que l'un des boss du cabinet remarque sur le front d'Andy. Alors comme je vous l'ai dit, ces marques ne sont pas causées directement par le sida, mais par le sarcome de Kaposi. Mais ça, le film n'en parle pas directement. On a juste une scène d'échange entre Andrew et son compagnon qui parle de sarcome, mais le sarcome, à lui tout seul, ne représente que la tumeur. Des sarcomes, il en existe de toutes sortes. Et dans le film, la seule mention de la maladie de Kaposi, c'est dans une version rallongée du premier entretien entre Andrew Beckett et Joe Miller, où là il lui balance directement « J'ai contracté le virus du sida et j'ai un sarcome de Kaposi ». Malgré ce changement, on retrouve quand même le vrai problème de cette affaire. Andrew n'a pas été viré parce qu'il avait le sida, mais parce qu'il était homosexuel. Et là on a Walter Kenton, donc le boss qui a remarqué la lésion sur le front d'Andrew, qui dit tranquillement, devant toute l'assemblée, que oui, quand il était dans la marine, il a foutu la tête d'un homosexuel dans les chiottes pour lui donner une leçon. Et la population est tellement décomplexée que à l'extérieur du tribunal, il y a des manifestants avec des pancartes qui disent « Le sida soigne l'homosexualité ». Vous avez compris le message. Bref, on comprend très vite que le but de ce procès n'est non plus de juger si Andy a été viré à cause du sida, mais de parler de la discrimination qu'il subit à cause de sa sexualité. Le sida est un motif qui découle de tout ça. On remarque aussi un autre petit changement dans cette histoire. Contrairement à Alex Landress, qui était le compagnon de Geoffrey Bowers, eh bien Miguel, qui lui-même est le compagnon d'Andy, n'est pas atteint du sida et donc ne meurt pas. Alors là, l'explication est plutôt simple, c'est surtout pour recentrer l'histoire sur Andy, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire. Alors, et comme je vous disais, le film peut paraître daté sur plusieurs aspects. Entre-temps, on a beaucoup appris sur le sida, surtout sur son mode de transmission, sur comment vivre avec, et même là, la prochaine étape, c'est comment complètement le soigner. Mais le film reste encore très actuel au sujet de la discrimination et de l'homophobie, qui, même si elle est de plus en plus condamnée, est toujours là. Mais également au sujet du racisme, avec l'affaire George Floyd il y a quelques années. Et pourquoi? Eh bien parce que Joe Miller est un avocat afro-américain. Donc il fait partie d'une population discriminée également à l'époque. On le remarque très bien dans la scène de la bibliothèque, où là il y a un gars qui passe devant lui et lui soutient le regard le plus dédaigneux que j'ai vu de ma vie. Et c'est justement à cause du regard de l'autre, et de l'autre con là, que Joe Miller décide de prendre l'affaire. D'ailleurs, le film repose beaucoup sur les regards, et en particulier en adoptant des points de vue. Plusieurs fois dans le film, il n'est pas rare de voir un personnage s'adresser directement à la caméra, donc directement au spectateur, comme moi avec vous. Ces personnages nous font nous questionner sur notre rapport à la maladie, à la sexualité ou même à l'amour. Parce qu'au final, pour Joe Miller et pour le spectateur, il s'agit de ça.
savoir se questionner sur l'autre et dépasser ses préjugés. Et ça, on peut l'appliquer à énormément de domaines, surtout en ce moment. Donc s'il vous plaît, arrêtons d'être des connards entre nous. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez déjà vu le film Philadelphia, ce que vous avez pensé de ce film. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine histoire vraie. Je vous fais de gros bisous. Allez, ciao!